Lutte contre les embouteillages à Kinshasa, l'inspection générale de la police nationale congolaise déploie ses inspecteurs. Sur instruction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les commissaires divisionnaires principal, Philomon Patience Mouchidiave, inspecteur général de la police nationale congolaise, a lancé une mission sur le terrain. L'objectif est de s'assurer de l'effectivité de l'appui de la 14e région militaire à la police des circulations routières dans la ville de Kinshasa, et ce, dans le cadre de la lutte contre les embouteillages persistants. Avant leur descente sur le terrain, les inspecteurs ont été briefés dans la salle des réunions du cabinet de l'IGPNC. Le général Mouchidiave a donné des instructions claires insistant sur les attentes précises de cette opération. Les inspecteurs déployés ont pour mission d'évaluer ces dispositifs mis en place par l'autorité. Se rassurer du bon déroulement de la mission que l'autorité a donnée à la police nationale et aux amis de la 14e région militaire. Les inspecteurs sont sur le terrain pour prévenir les abus et la violation des droits de l'homme. Ça, nous ne pouvons pas oublier. Répartis dans 4 districts de la capitale, ces inspecteurs se sont rendus sur le point stratégique où la 14e région militaire appuie la PCR à travers ses unités de la police militaire. Et puis, lutte contre les embouteillages à Kinshasa, parlons-en encore. 3 jours après ce déploiement de ces équipes mixtes FARDC-PNC, les commissaires divisionnaires de la police, Kantou Bakoulou, a réuni son état-major pour une évaluation. Gustave Chibumbu. Il ressort de cet entretien que l'effectivité de ces déploiements a commencé à produire certains résultats, comme par exemple la fluidité des circulations aux heures de pointe constatée sur certaines artères de la ville, l'ordre imposé dans le parking de motos et le respect des consignes données par les agents commis à la régulation routière. Il a été demandé à notre hiérarchie de nous instruire de pouvoir mettre fin aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, nous sentons qu'eux-mêmes les usagers et nous les agents commis à cette assignation se comportent bien. Ce n'est qu'un début et le meilleur est à venir. Cependant, le commandant ville a déploré le fait que certains de ses propos tenus lors de la parade de lancement de ces déploiements soient mal interprétés. Le code de la route ne prévoit pas un fanion comme document de bord, un fanion comme document individuel. On n'a que des documents que nous demandons, documents individuels, notre permis de conduire, et les documents de bord, c'est la carte rose. Je demande à mes éléments qui sont commis sur les différents carrefours d'être disciplinés et surtout courtois, mais la courtoisie qui ne peut pas aussi exclure la fermeté. Loin de moi l'idée de pouvoir outrager, mettre des garde-fous pour les gens qui veulent profiter de vos qualités et pouvoir faire du mal si la voie publique commence à chanter sur vos qualités. Et pourtant, ils n'en ont pas droit. Par-dessus tout, le chef de la police quinoise et son état-major ont dit leur détermination à exécuter les instructions de la haute hiérarchie du pays afin de réduire considérablement les embouteillages dans la capitale. Au cours d'une parade à Kisangani, dans la province de la Tchopo, 23 présumés criminels ont été présentés aux autorités et 30 motos ont été remises aux différentes unités de la police. Question de soutenir les forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité. Ils sont 23 au total, des présumés criminels arrêtés pour association de malfaiteurs, vol à main armée, viol et autres délits graves. Leur représentation publique par le commissaire provincial de la PNC Tchopo. Le commissaire divisionnaire et le vice-Palanganawège s'est fait en présence du maire de la ville de Kisangani, de Lili Koundé. À cette occasion, le numéro 1 de la police a appelé la population à collaborer davantage avec les forces de sécurité pour mettre fin à l'insécurité et barrer la route à la guerre injuste imposée par le Rwanda et ses supplétifs de la FCM 23. Nous devons être vigilants. Nous devons protéger la population de notre pays avec nos amis des FARDC. La population a biso. La population
C'est pourquoi j'appelle la population à être aussi vigilante. Le maire de Kisangani, Deli Likunde, a saisi cette occasion pour féliciter le commissaire provincial de la PNC Tchopo et ses troupes pour les efforts fournis dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Autre moment fort de cette parade, la remise officielle des 30 motos aux unités de la PNC Tchopo. Ces dons, signés du ministre national des Finances, vient renforcer la mobilité des policiers pour leur mission régalienne. Merci au chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la PNC, le ministre des Finances. Enfin, devant ces troupes, le commissaire provincial et le vice-Palanganawège a rappelé l'importance de la discipline et du travail bien fait, gage d'une police au service de la population et de la République. Une cérémonie riche en symboles entre fermeté contre les crimes, appui matériel et mobilisation citoyenne pour une Éthiopie plus sûre et déterminée face aux défis sécuritaires. Par contre, dans le Haut-Katanga, le maire de la ville de Kasumbalesa a échangé hier avec les différentes couches de la population sur la sécurité et les développements socio-économiques de cette ville frontalière. Le comité local de sécurité de la ville de Kasumbalesa a été face aux différentes couches de la population ce mercredi 1er octobre 2025. Objectif, récolter les observations et suggestions sur les questions de gouvernance en rapport avec la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que sur des questions de développement. Maître André Kapampakamoignan, maire de la ville de Kasumbalesa, qui exécute à la loupe les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, conformément au décret 2244 du Premier ministre du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. En ce premier jour du mois d'octobre, le maire de Kasumbalesa a accordé la parole à l'assistance pour les écouter avec tout son staff du comité restreint de sécurité. À la frontière, il y a beaucoup de services de sécurité, plus ou moins 30, c'est trop. Nous avons besoin d'une zone d'exploitation artisanale, si possible de faire un plaidoyer pour nous auprès de la Sodimico. Attentif aux observations et suggestions des participants, André Kapampa et tous les membres du comité restreint de sécurité ont pris bonne note des avis de la population. À cette même occasion, l'autorité urbaine a annoncé un nouveau programme de travaux d'assainissement de la ville, dit Salongo, qui devra s'exécuter chaque jeudi de la semaine. Il y a beaucoup de problèmes. Nous devons commencer par un Salongo spécial tous les jeudis. Et toutes les maisons construites sous les lignes haute tension méritent d'être démolies. Cette réunion d'une importance capitale a connu la participation des représentants des partis politiques, de la société civile, des mouvements et associations des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, à l'instar de l'adjointe au maire de la ville et des autres membres du comité local de sécurité. Restons dans la province du Haut-Katanga où quelques activités ont été déployées sur place. C'est un véritable soulagement pour les habitants des villages Kipiri, Kintu et Makaya dans le territoire de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga. Après plus d'une décennie de conflits fonciers, ces communautés viennent de récupérer leurs terres, longtemps spoliées par une société de la place, Jenny Lands. Un dénouement heureux rendu possible grâce à l'implication de l'actuel ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, alors qu'il était encore député national. Baba, tunakupigia asante. C'est dans cette dynamique qu'une délégation des représentants des 3 villages séjourne actuellement à Kinshasa dans le but de présenter leur civilité aux nouveaux membres du gouvernement et remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts constants dans la pacification du territoire national. Nous disons sincèrement merci à l'excellence Eliezer Tambwe. Malgré ses multiples occupations, il nous a aidés, nous la population de Makaya, Kintu et Kipiri, par rapport au conflit qui nous opposait avec l'entreprise Geniland. Nous disons sincèrement merci aussi au président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui veut bien à ce que la paix règne partout. Une page de l'histoire de ces 3 villages se tourne et une autre s'ouvre avec beaucoup plus d'espoir.
Comme partout ailleurs en République démocratique du Congo, il y a eu ouverture de la session ordinaire de septembre 2025 consacrée aux questions budgétaires dans quelques provinces du pays, notamment le Nord Ubangi, Mongala, Chikapa, Lomami et Maindombe, pour ne citer que celle-là. Suivez ces condensés. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session budgétaire de septembre 2025 a eu lieu ce mardi 30 septembre à l'Assemblée provinciale d'Ikasaï, en présence du gouverneur de province et de plusieurs invités de marque. Dans son discours inaugural, le vice-président et président d'intérim de l'organe délibérant, Gideon Mataba Kambampangu, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a invité l'exécutif à présenter un budget réaliste pouvant répondre aux attentes de la population. Signalons que cette cérémonie s'est passée dans un contexte marqué par l'apparition de l'épidémie d'Ebola au Kasaï. Gideon Mataba a demandé au gouvernement provincial de mettre tout en œuvre pour stopper la propagation de ces virus mortels. L'Assemblée provinciale de la Mongala a ouvert le porte de son hémicycle ce mardi 30 pour marquer le début de la session ordinaire de mois de septembre. Dans son discours d'ouverture, le président de cet organe délibérant a de prime abord rendu un vibrant hommage au président de la République pour les efforts consentis dans la restauration de la paix à l'est de la RDC. Gabriel Moussala a encouragé les efforts du gouvernement provincial avant d'inviter la population de s'acquitter de leurs devoirs civiques en payant les impôts et taxes. Le développement de notre province ne pourra être effectif que si nous cultivons le civisme fiscal. En présence du gouverneur de province, maître Jean-Colin Makakapapekaka et son gouvernement, le speaker de l'Assemblée provinciale a sollicité du gouvernement central la régularité de frais de fonctionnement et d'investissement dans les deux institutions provinciales de la Mongala. L'Assemblée provinciale de Lomami a ouvert officiellement sa session ordinaire de septembre, placée sous le signe de la collaboration et de la planification budgétaire pour l'exercice 2026. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale a rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour son engagement à garantir le bon fonctionnement des institutions et la sécurité du peuple congolais. Le président a insisté sur l'importance pour le gouvernement provincial de préparer et de présenter un budget réaliste permettant d'orienter efficacement le politique public pour 2026. Sur le plan de la santé, Maître Patrick Kilolongoyi a souligné les efforts du gouvernement provincial pour lutter contre les choléra. Le président de l'Assemblée provinciale a également adressé ses remerciements aux partenaires techniques, notamment Enabel et le projet Encore, pour leur appui institutionnel. À Guéménadon et Subongi, l'Assemblée provinciale a ouvert la session ordinaire de septembre. C'était sans solennité vu les travaux d'aménagement en cours à l'hémicycle. Dans son discours d'ouverture devant les membres du bureau permanent, dont le vice-président Papi Malumba Doko, quelques députés provinciaux et les journalistes, l'honorable président Malachi Adougali Koundou a rendu ses hommages les plus distingués au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de rappeler les dispositions légales et réglementaires sur lesquels repose la présente session qui est essentiellement budgétée. 12 élus provinciaux sur 18 qui comptent l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi ont répondu présents à la plénière de ce mercredi 30 septembre, marquant l'ouverture des sessions de septembre 2025. En présence du gouverneur de province Jean Bosco Kotongo Amphio, du vice-gouverneur Odan Joseph Bongabo et quelques officiers de la province, Achille Kwangbo Gouda, président du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de Nord-Ubangi, a dans son allocution martelé sur le caractère budgétaire de cette session sans exclure le contrôle parlementaire. Par ailleurs, le speaker numéro 1 du Parlement provincial du Nord-Ubangi a dans son discours développé en 4 points interpellé ses collègues à travailler durant cette session pour l'intérêt suprême de la province du Nord-Ubangi et son peuple. Dans le cadre de la matérialisation des projets de développement, d'investissement et de modernisation de la province de la Tchouapa, un protocole d'accord a été signé aujourd'hui entre le directeur général de l'agence de pilotage des coordinations avec les partenaires privés et le gouverneur de cette province de la Tchouapa. Gaëtan Magalano nous en parle. À la salle de réunion de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration, Maître Freddy Odishembo et les gouverneurs de la Tchouapa ont présenté ces protocoles d'accord qui couvrent le secteur de mines, de l'énergie, des infrastructures, l'agro-pastoral et l'exploitation forestière. Nous avons jeté le dévolu
sur la Tchoapa, surtout que le gouverneur est déjà activement en train d'approcher des partenaires et ces partenaires ont besoin d'avoir la sécurité de ce régime fiscal et de ce régime juridique qui va leur donner le confort nécessaire pour des investissements majeurs et colossaux. À la tête de cette délégation, le gouverneur Armand Yambé Itoko est rassuré de cet accompagnement de l'APCSC et il reste convaincu que ces partenariats vont aboutir pour le bien-être de la population. Vraiment pour notre province, c'est un coup de fou. Le partenariat touche à tous les domaines, le domaine de navigation. Le gouvernement turc promet même de nous construire des bateaux ici au Congo. C'est extraordinaire, si on peut le dire. Après, c'est le domaine d'exploitation, tout le secteur routier, surtout les gens ne se déplacent pas. Le domaine industriel, puisqu'on n'a aucune industrie chez nous. Alors, maintenant, on a parlé avec lui, il y a des promesses fermes qu'on ne peut pas dévoiler comme ça, dans un premier temps. Rappelons que l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration joue le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par le projet issu des accords de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturelles. Bientôt la construction de quelques écoles pour la formation de la jeunesse dans le territoire de Rungu, dans la province du Haut-Ouélé. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par l'élu provincial de ces territoires, l'honorable Jacques Sangba. S'inscrivant totalement sur la vision du chef de l'État avec son ambitieux programme dénommé PEDEL 145 territoires, l'honorable Jacques Sangba Nekingbo, élu provincial du territoire de Rungu et président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, décide d'apporter sa contribution dans l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des élèves dans cette contrée. C'est dans cette optique qu'il lance le dimanche 28 septembre 2025 à Nangazizi successivement les travaux de construction de l'Institut Teli et des écoles primaires Mendaneru et Nesoronga, situées respectivement dans les groupements Mangbetu et Mavome en chefferie à Zanga sur fonds propres. Soutenons d'abord notre chef de l'État parce que la sécurité n'est pas seulement le problème du chef de l'État. La sécurité est le problème de nous tous ici. Les autorités coutumières et les chefs d'établissement bénéficiaires ont dû merci à celui qu'ils appellent affectueusement les chouchous de Rungu. Depuis que je suis en train de vivre, je n'ai jamais vu les politiciens en train de construire les écoles et les églises comme celui-ci. Il a fait ça. En tout cas, nous remercions Dieu qu'il a envoyé pour nous aider et le travail va continuer. Et si nous demandons seulement à notre population de bien les regarder, qu'un homme comme ça qui nous aide, qui songe à nous, il ne faut pas que nous l'oublions. Vraiment, une initiative pareille, nous sommes très contents. Signalons que l'honorable Jacques Sangba Nekingbo compte dans son actif plusieurs autres réalisations en faveur de sa base naturelle du territoire de Rungu. Direction Lualaba où le nouveau bureau de la mutuelle des enseignants a été inauguré. Les précisions dans ce reportage. Deux temps forts ont caractérisé cette activité de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP dans la province du Lualaba. Tout d'abord, le lancement des activités de cette structure, puis l'inauguration du bureau de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPSP. C'était en présence des enseignants et des responsables du secteur éducationnel dans le Lualaba, ainsi que de la ministre provinciale de l'éducation, Pichu Kainda, qui a prononcé son mot en ces termes. Cet événement marque une étape importante, non seulement dans la valorisation de notre corps enseignant, mais également dans la consolidation de la justice sociale et de la solidarité nationale. Il s'en est suivi la coupure du ruban symbolique du cadre qui servira désormais de bureau de la MESP Lualaba, puis la visite de ses différents compartiments. À la sœur Marie-Faustine Beloko, secrétaire exécutive nationale de la mutuelle de santé des enseignants, de placer un message à l'endroit des professionnels de la CRE. La mutuelle est là. Si les enseignants à laquelle elle appartient n'en prennent pas soin, elle va tomber en faillite. Ils doivent la protéger, la pérenniser. Évidemment, si nous sommes arrivés aujourd'hui à ce processus de lancement, c'est grâce au régime de contribution généralisé. Chaque enseignant cotise 5 000 francs par mois depuis le mois de février dernier en faveur de sa mutuelle. Pour immortaliser l'événement, une photo d'ensemble a été prise à l'issue de cette activité. En Ituri, le sport est devenu un véritable vecteur de cohésion sociale et communautaire. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire sous l'état de siège.
Cette mobilisation contre les VIH-Sida fait suite aux recommandations de la présidence de la République démocratique du Congo. Autour du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida a présenté l'état d'avancement des actions sur terrain. Pour les coordonnateurs provinciaux du programme, la volonté politique est claire, endiguer la propagation du VIH-Sida, renforcer les dépistages volontaires et améliorer la prise en charge des personnes vivant avec ces virus. Ce qui est à craindre, la province de l'Ituri est divisée à deux secteurs. Il y a le secteur à forte prévalence, il y a le secteur à faible prévalence. Malheureusement, les conflits armés ont touché le secteur à faible prévalence pour déplacer les gens de ces secteurs vers les régions à forte prévalence. Et c'est ça un problème qui est inquiétant. Nous faisons un appel à tout le monde que les problèmes de la paix doivent nous intéresser tous. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les tueries des hommes armés. Mais demain, ça sera les tueries par le VIH. Des plaidoyers ont été faits lors de cette rencontre. Une riposte multisectorielle, inclusive et durable sont en cours dans cette province pour faire face à ces fléaux. L'administration militaire de l'Ituri donne une priorité au secteur sanitaire. Le patrimoine du diocèse de Kikwit est menacé de spoliation. L'un de leurs patrimoines situé sur la 2e rue Limité est visé par un groupe de gens mal intentionnés. Annonce faite au cours d'un point de presse tenu par Monseigneur Bodeka du diocèse de Kikwit pour dénoncer cette pratique. Leslie Lavitisenda nous en parle. Ce patrimoine immobilier du diocèse de Kikwit est convoité par des personnes mal intentionnées qui veulent ravir la maison diocésaine sise au numéro 652 de l'avenue Frésias, 12e rue, quartier résidentiel à Limité. Depuis 2 ans, l'église se retrouve face aux spoliateurs qui veulent lui ravir son bien. Dénonciation de l'évêque de Kikwit, Monseigneur Timothée Bodika. Après presque 2 ans où la justice me tourne en bourrique des audiences interminables, j'estime qu'il est temps, en mettant en garde quiconque aurait des intentions de prendre fait et cause dans ces dossiers de notre parcelle de Frésias. Sachez-le, cette parcelle n'est pas à vendre. J'en appelle donc à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à vous, honorables sénateurs et députés nationaux, à son Excellence, Madame le Premier ministre, les hauts magistrats, à vous, son Excellence, ministre de la Justice, à vous, honorable Ebérante Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, d'avoir une attention spéciale et un regard sur ces dossiers fonciers pour rétablir mon diocèse de Kikwit et son clergé dans le droit. L'avocat du diocèse renchérit en prouvant la paternité du diocèse de Kikwit à ce bien. Le neveu d'un ecclésiastique du diocèse prétend qu'il en est l'héritier. Faux, a dit le témoin vivant de cette acquisition, abbé Dosité Kiembie, ancien secrétaire chancelier du diocèse. C'est des notoriétés publiques que ce quartier résidentiel délimité abrite la plupart des couvents et autres maisons diocésaines. En prévision des prochaines vaccinations en RDC, l'UNICEF et les comités des opérations d'urgence polio ont sensibilisé les femmes leaders de la société et les ministères sur l'importance de la vaccination des enfants de moins de 5 ans. Eugénie Dada-Chabani et Jean-René Kabamba ont signé ces reportages. On ne peut réussir les campagnes de vaccination contre la polio sans impliquer la communauté. Les soucis du programme élargi de vaccination et du comité des opérations d'urgence polio est de vacciner 95% d'enfants de la RDC de 0 à 59 mois. Voilà pourquoi le comité des opérations d'urgence polio a organisé une matinée de sensibilisation des femmes leaders, des organisations de la société civile et des ministères sur l'importance de la vaccination contre la polio, question de renforcer l'immunité collective des enfants de moins de 5 ans contre la polio, une maladie très meurtrière et qui rend les enfants infirmes toute la vie. C'est avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'Initiative globale d'éradication de la polio sous la supervision du ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Concernant la situation des polio en RDC, Dr Ewasana a souligné que plusieurs cas de poliovirus ont été trouvés dans la communauté.
affectant ainsi la vie des enfants. Un enfant contaminé peut contaminer 200 enfants de son environnement. Actuellement, pour protéger les enfants contre la polio, 2 types de vaccins sont administrés. Ainsi, chaque enfant reçoit 4 doses. Cette séance de sensibilisation était une occasion pour l'UNICEF et le comité d'opération d'urgence polio d'inviter les femmes leaders à sensibiliser à leur tour la communauté et aussi de faire des plaidoyers auprès des autorités pour la réussite des vaccinations. Ils ont aussi rassuré qu'il n'y a pas de surdosage dans la vaccination contre la polio. Et pour terminer, parlons médias avec l'accès à l'information environnementale des radios rurales. L'information environnementale devient une priorité absolue dans un monde confronté à des défis environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la déforestation, la pollution, la perte de la biodiversité et les inondations. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, l'UNESCO, en collaboration avec la Fédération des radios communautaires de proximité du Congo, FRPC, a réuni 150 journalistes des radios communautaires de plusieurs provinces en présentiel comme en visioconférence pour bien s'imprégner des questions environnementales. À l'ère numérique, l'information environnementale doit être transmise dans des termes clairs et adaptés à tous, y compris dans les milieux ruraux où les radios communautaires sont appelées à jouer un rôle important. En RDC, l'accès à l'information environnementale est encore entravé par des obstacles technologiques, institutionnels et éducatifs. À l'heure du numérique, de nouveaux défis apparaissent, mais aussi de nouvelles opportunités. Internet et les outils numériques associés à nos radios nous permettent de les relier et de relier les territoires les plus reculés, d'amplifier les messages environnementaux. Après avoir suivi les 2 interventions des experts de l'environnement, les participants ont tous compris cette nécessité de renforcer cet accès pour protéger les écosystèmes, améliorer la résilience des populations et encourager une plus grande responsabilité citoyenne, ce qui a été renchéri par le secrétaire général du ministère de la Communication et des Médias, Cléophas Malaba. Ainsi s'achève ce journal de 19h coordonné par Mireille Ndeke Ami, réalisé par Nono Mansekou et Jonathan Moubalama. Merci de l'attention accordée. Je serai relayé à 20h par Anita Luamboa. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.